Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes en direct sur Brut ce soir. On va parler du coronavirus qui sévit depuis maintenant quelques semaines dans plusieurs régions du monde. Et pour en parler, on va être avec l'épidémiologiste, je prononce bien, Arnaud Fontanet qui est avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir. J'aimerais d'abord vous poser cette première question en même temps qu'on salue les personnes qui nous regardent actuellement. On vient d'apprendre qu'il y avait 3 nouveaux morts en Italie, même 4. Maintenant on est passé de 7 à 11 victimes. 2 nouveaux cas de coronavirus dont l'un à Paris. Très franchement, est-ce que nous, en tant que Français, on doit avoir peur de ce virus ? Alors, je pense que l'épidémie est passée depuis la semaine dernière dans une nouvelle phase. Jusqu'à présent, c'était quelque chose qui était finalement assez lointain. Il y avait un foyer majeur en Chine qui avait été à l'occasion de quelques introductions en France. Il y a eu jusqu'à 12 patients en France depuis à peu près 1 mois et demi. Mais c'était des introductions isolées, sauf l'histoire des contamines, où il y a eu 5 patients identifiés d'un coup. Finalement, on arrivait à bien contrôler les choses. Ce qui a changé depuis la semaine dernière, c'est qu'il y a maintenant des foyers très importants dans des pays comme Corée du Sud, qui doit être pas loin de 900 cas, le Japon, il y a Singapour, il y a l'Iran, et puis plus récemment l'Italie. Et l'Italie, là on est déjà à 300 cas, et on peut s'attendre dans les semaines qui viennent à des introductions répétées du virus qui nous viendront de l'ensemble de ces pays, et puis d'autres pays qui pourraient être touchés entre-temps. Donc ce sera plus simplement des personnes qui arrivent de Chine qui peuvent amener le virus, qui faisait que jusqu'à présent le diagnostic était finalement assez facile, puisque quand on avait des symptômes et qu'on arrivait de Chine, on pensait au coronavirus. Maintenant, c'est des gens qui vont venir possiblement d'un peu partout dans le monde, qui vont être infectés par ce nouveau coronavirus et qui peuvent introduire le virus en France. Et inévitablement, il y a des chaînes où on pourra identifier tout de suite et stopper la transmission, et puis d'autres où le virus va se transmettre un peu plus avec des foyers un peu plus grands. Donc je m'attends dans les semaines qui viennent à ce qu'on ait des éclosions de cas en France, sur le territoire français, de plus en plus fréquentes, pour lesquelles il faudra agir immédiatement, mais avec quelquefois un peu de retard et de conditions plus difficiles. Alors concrètement, c'est vrai que depuis le début de cette épidémie, c'était concentré sur la Chine, mais on voit donc depuis quelques jours que ça s'épand dans d'autres régions du monde. C'est ça où il y a une inquiétude justement sur une perte de contrôle quelque part des événements ? Alors disons, il y avait déjà plusieurs foyers qui s'étaient allumés dans pas mal de pays, finalement depuis la mi-janvier même. Mais ces foyers sont devenus vraiment plus actifs, j'ai envie de dire, dans la semaine qui vient de s'écouler. L'épidémie s'est vraiment emballée en Corée, par exemple, où on est passé de 200 à 900 cas dans la semaine. Et donc ces nouveaux foyers, ils sont capables d'essaimer et de nous toucher. Après, il faut raisonner de façon internationale. La question n'est plus tellement de savoir d'où va venir le virus et qui va nous l'envoyer. Ça, c'est plus la question. La question, c'est est-ce qu'on est capable, sur le sol français, de gérer ces introductions de virus, parce que c'est cette réponse qu'on va apporter qui déterminera l'ampleur de l'épidémie en France si on devait vivre une épidémie. Alors je dis bonsoir à tous parce que vous êtes nombreux à nous regarder actuellement sur ce live, et j'invite toutes celles et ceux qui nous regardent à poser des questions dans les commentaires. L'idée, c'est de faire un live interactif et aussi un peu pédagogique. On parle beaucoup justement du coronavirus, c'est de poser des questions avec quelqu'un qui s'y connaît, qui peut répondre aussi à vos questions. Donc n'hésitez pas à partager ce direct pour informer tout le monde, mais aussi avec vos questions dans les commentaires, mais certaines aussi qui sont déjà revenues, parce que c'est vrai qu'on a diffusé hier plusieurs discours, notamment celui du ministre de la Santé, Olivier Véran. Est-ce qu'on nous cache des trucs ? Voilà la question qui revient régulièrement. Est-ce qu'on nous cache des choses ? Est-ce qu'il y aurait cette idée de se dire qu'on ne dirait pas tout pour ne pas affoler les populations ? Parce qu'on sait que c'est vrai que ça s'emballe beaucoup ces derniers jours, surtout depuis l'arrivée du virus en Italie pour la France. Est-ce que pour vous, on a vraiment un contrôle parfait en matière de communication ? En France, en tout cas, dès qu'il y a des nouveaux cas, ils sont immédiatement déclarés. Vous avez vu la rapidité avec laquelle il y a à chaque fois un point presse du ministère de la Santé où ils viennent nous dire nouveaux cas en France, etc. Donc non, je ne pense pas qu'on nous cache des choses. Ce qui est très difficile, c'est de dire où cette épidémie va aller. Là, je parle à l'échelle mondiale. Parce que ce virus, on ne le connaît que depuis très peu de temps finalement. Réfléchissez, rappelez-vous que les premiers cas ont eu lieu dans la première quinzaine de décembre dans la ville de Wuhan en Chine, et on est à peine 3 mois plus tard. On sait déjà qu'il s'agit d'un nouveau virus qui n'avait jamais été identifié auparavant. On se doute qu'il y a un animal qui l'a transmis à l'homme dans les marchés de Wuhan. Et puis depuis, on essaie de recueillir un maximum d'informations pour savoir d'une part comment se transmet ce nouveau virus, et d'autre part quelles sont les conséquences chez les individus qui sont infectés. Et tout ce savoir, il s'accumule sur l'espace de quelques semaines. C'est encore un phénomène très très récent, et du coup il y a des points d'interrogation parce que évidemment on n'a pas encore fait le tour de la question et compris
tout ce qu'on pourrait savoir sur ce nouveau virus. Alors justement, en parlant de ce virus, on a cette question de Gus Barcia dans les commentaires qu'on salue, qui nous demande est-ce que le coronavirus n'est pas moins dangereux que la grippe hivernale? C'est vrai qu'on veut parfois faire des comparaisons en termes sur ce virus, sur sa mortalité. Est-ce qu'on a des indications aujourd'hui qui permettent de comparer avec d'autres virus déjà existants? Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part, est-ce qu'il est plus ou moins transmissible? Et puis d'autre part, est-ce qu'il est plus ou moins virulent? Donc la première question, c'est combien de personnes vont être touchées? Et la deuxième, c'est parmi les personnes touchées, combien vont éventuellement faire des formes sévères ou décéder? Alors sur la première question, on sait que c'est un virus qui se transmet comme la grippe, comme le SRAS aussi, qui était son cousin, qui était sorti en 2003 du sud-est de la Chine et qui avait aussi fait le tour du monde, où en gros, chaque personne va en infecter 2 ou 3. Toute la difficulté après, c'est de savoir est-ce qu'on est capable de stopper ce virus. Il est transmissible, certes, ça c'est 2 ou 3, c'est quand vous n'avez aucune mesure pour essayer de le bloquer, mais si vous mettez en place des mesures pour le bloquer, est-ce qu'elles vont marcher? Pour le SRAS, ça avait très bien marché. Et pourquoi ça avait très bien marché? Pour 2 caractéristiques essentielles du coronavirus du SRAS. La première, c'est que la maladie n'était contagieuse que 3 à 4 jours après le début des symptômes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand quelqu'un était malade, on avait 2 à 3 jours pour isoler cette personne avant qu'elle ait contaminé d'autres personnes, et du coup il n'y avait pas de transmission secondaire. La deuxième caractéristique qui avait rendu le SRAS facile à contrôler, c'est que toutes les malades faisaient des formes sévères, c'est-à-dire qu'on les repérait, ils étaient hospitalisés et on ne laissait pas passer des cas, donc on pouvait couper les chaînes de transmission. Avec ce nouveau coronavirus, ces paramètres malheureusement ne sont pas les mêmes. Ce qu'on a appris depuis, mais qu'on ne sait que depuis très récemment, c'est que la transmission elle débute dès le début des symptômes. Ça veut dire qu'à peine vous êtes malade, vous êtes déjà contagieux. Et le temps qu'il faut pour faire le diagnostic et vous isoler, vous aurez contaminé d'autres personnes. Et puis deuxième chose, il y a des gens qui font des formes très mineures de la maladie, mais qui pourraient être contagieux. Ils n'iront même pas consulter et pourtant ils auront infecté d'autres personnes. Donc vous voyez bien qu'avec ces 2 caractéristiques, ce virus va être beaucoup plus difficile à contrôler. Si je prends juste pour finir l'exemple de la grippe, la grippe c'est un virus qui est aussi très transmissible, qu'on ne peut pas arrêter et qui effectivement va donner toute forme, de formes bénignes jusqu'à des formes sévères. Et aujourd'hui, ce nouveau coronavirus, on commence à se dire qu'il se comporte plus comme une grippe que comme un coronavirus du SRAS qu'on avait connu il y a 17 ans. Alors on a pas mal de questions dans les commentaires, dont une qui revient beaucoup, je pourrais pas citer de prénom tellement il y en a de personnes qui l'ont posé, c'est quels sont finalement les premiers symptômes qu'on peut ressentir quand on a le coronavirus? Alors ça se manifeste comme toute infection respiratoire, ça peut être des choses relativement bénignes, mais pour ceux qui vont évoluer vers la pneumopathie, qui est la forme la plus classique, on est comme avec une grippe. Au tout début, le premier jour, vous allez vous sentir un peu fatigué, vous allez avoir un peu mal partout, une douleur musculaire, etc. Fatigué et éventuellement un peu de fièvre. Et puis le lendemain, la fièvre se déclare. Assez rapidement, vous avez une toux qu'on appelle sèche. Vous crachez pas, vous toussez là, comme ça, d'irritation un peu. Et puis quelques jours plus tard, pour ceux qui évoluent sur des formes graves, vous allez être essoufflé. Ça, c'est le signe que la pneumonie devient importante. Donc ça, c'est les signes typiques de l'infection par ce nouveau coronavirus. Après, vous me direz, c'est la même chose qu'une grippe, donc ne soyez pas inquiets si vous avez ces symptômes-là. Vous avez beaucoup plus de chances d'avoir une grippe. On est en pleine épidémie de grippe actuellement. Et puis il y a d'autres virus respiratoires qui circulent en hiver préférentiellement, qui donnent les mêmes symptômes. Donc voilà, pour l'instant, le coronavirus, il circule, j'ai envie de dire, je vous aurais dit il y a 2 heures, il ne circule pas sur le territoire français. On vient d'apprendre qu'il y a 2 cas qui viennent d'être diagnostiqués, donc on sait maintenant qu'il circule, mais ça reste extrêmement peu important. Le virus qui circule aujourd'hui, c'est le virus de la grippe. Si vous êtes malade, c'est la grippe plutôt qu'autre chose. Du coup, des personnes qui ressentiraient ces symptômes dont on vient d'évoquer, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Est-ce qu'il faut qu'elles aillent aux urgences ou au contraire rester à leur domicile et attendre que des services spécialisés viennent? Comment ça se passe? Alors, en fait, vous n'allez pas... La question, c'est de savoir est-ce que vous êtes éventuellement atteint de ce nouveau coronavirus. Alors, qu'est-ce qui nous aide pour faire la part des choses entre est-ce que ce serait une grippe ou autre chose? Jusqu'à très récemment, la principale notion qui nous aidait dans cette démarche diagnostique, c'était est-ce que vous avez été récemment en Chine dans les 14 derniers jours? On vient de rajouter d'autres pays sur la liste parce qu'on se rend compte qu'il y a maintenant d'autres pays où le virus circule beaucoup, et ces autres pays, c'est Singapour ou la Corée du Sud. Et puis, très récemment, c'était les provinces du nord de l'Italie, puisque depuis ce week-end, on sait qu'il y a un foyer actif en Lombardie, en Vénétie. Donc, si dans les 14 jours d'un retour de Chine, Singapour, Corée du Sud ou des provinces du nord de l'Italie, vous avez ces symptômes, là, vous faites le 15. Vous n'allez pas aux urgences, vous n'allez pas voir votre médecin traitant, parce qu'il ne faudrait pas
infecter d'autres personnes si vous étiez vous-même malade de ce nouveau coronavirus, vous faites le 15, vous discutez au téléphone avec le régulateur du SAMU qui va vous poser d'autres questions pour s'assurer que vous avez vraiment des symptômes qui sont objectifs et puis décider si oui ou non il faut vous envoyer dans un hôpital spécialisé où vous serez mis en isolement, on fera le test diagnostic et où on décidera de vous garder en isolement si vous avez ce nouveau coronavirus ou alors de vous traiter comme une grippe classique si vous n'êtes pas atteint de ce nouveau coronavirus. L'autre raison qui pourrait vous faire penser que vous avez ce nouveau coronavirus, c'est si vous avez été en contact, là encore dans les 14 jours précédents, avec une personne qui a été diagnostiquée avec ce nouveau coronavirus. Et si c'est le cas, à ce moment-là, même démarche, on fait le 15, on ne va pas aux urgences, on ne va pas voir son médecin traitant, on fait le 15 et on discute avec le régulateur. Donc voilà aujourd'hui un petit peu les conduites à tenir qui sont recommandées pour les personnes qui se poseraient la question. Alors il y a aussi un numéro vert que je ne connais pas par cœur, mais que vous trouverez sur le site du ministère de la Santé ou ailleurs, si vous avez des questions à poser. Si vous avez des questions à poser, appelez pas le 15. Ils ont vraiment beaucoup de choses à faire sur la régulation des urgences. Donc c'est pas à eux qu'il faut poser les questions, mais allez faire ce numéro vert que vous trouverez sur le site du ministère de la Santé et posez vos questions. Alors il y a la question qui se pose aussi sur les mesures d'hygiène à prendre au quotidien, donc on va dire ce qu'on appelle le vivre ensemble. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se laver plus les mains? Il y a des petits gestes du quotidien à mieux faire? Alors, vraiment, en période hivernale, il y a beaucoup de virus respiratoires. Je vous rappelle, la façon avec laquelle vous devez tousser, c'est vous toussez dans le pli du coude. C'est pas très pratique, je suis d'accord avec vous, pas forcément très élégant, mais on tousse dans le pli du coude. Pourquoi? Pour pas contaminer vos mains. Si vous avez des mouchoirs, on dit aussi mouchoirs à usage unique. Alors pas très facile, parce que vous imaginez qu'il y a quand même beaucoup d'allers-retours, mais voilà, il ne faut pas avoir un mouchoir qui vous serre et resserre et qui deviendrait une source de contagion pour l'environnement. Et puis, lavez-vous les mains très régulièrement. Ça vous aidera pour les infections respiratoires, mais ça vous aidera aussi pour les gastro, ça vous aidera pour beaucoup de choses. Et déjà, ça, c'est des mesures que vous pouvez faire, et j'ai envie de dire, même sans coronavirus, pour votre vie quotidienne, c'est des mesures d'hygiène qui vous rendront la vie plus facile et vous protégeront de beaucoup d'infections respiratoires et d'infections gastro-intestinales. Alors, on parle beaucoup des mesures de confinement qui sont mises en place dans les pays touchés actuellement. Imaginons, on a la même situation qu'en Italie qui arrive en France, sur un foyer bien précis. Comment ça se passe au niveau des mesures de confinement? Comment ça s'organise? Est-ce que tout est bunkerisé? Est-ce que les gens peuvent sortir? Comment ça se passe? Alors là, en fait, ce sont des choses qu'on n'a pas encore beaucoup d'expérience dans leur mise en place. Parce que finalement, ces mesures de quarantaine et tout, on ne les a pas utilisées depuis la grippe espagnole. Et ça nous ramène 100 ans en avant. C'était 1918-1919. C'est pour vous dire que vraiment, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu à utiliser ces mesures-là. Alors, les mesures de confinement, elles auront un impact si on arrive à agir très tôt, au moment où le foyer est tout juste débutant, où on sait qu'il n'y a pas de cas ailleurs, et à ce moment-là, de effectivement confiner la population sur un espace réduit en leur disant de rester chez eux et tout pendant que ça passe, va aider à empêcher la propagation au-delà. Si malheureusement le virus est déjà parti ailleurs parce que les gens avaient bougé avant même que vous installiez vos mesures de confinement, vous allez avoir peu d'impact. Alors l'idée, c'est quand même d'essayer de ralentir la progression de l'épidémie. C'est important parce que le fait de ralentir la progression de l'épidémie, ça fait qu'il n'y aura pas de pic soudain qui lui sera très difficile à gérer, ne serait-ce que pour pouvoir hospitaliser les gens dans des bonnes conditions, etc. Bon, mais là, les mesures de confinement, c'est une chose. Il y aura d'autres mesures qui pourraient arriver un peu intermédiaires. Je dirais, on a dit déjà, les mesures d'hygiène classiques, ça, vous pouvez commencer aujourd'hui et le faire tout le temps, avec ou sans coronavirus. Les mesures qui pourraient être plus rapidement mises en place, s'il y avait une circulation du virus importante dans un endroit, ce serait de dire éviter les lieux publics. On pourrait être amené à vous dire éviter les bars, les restaurants, on peut fermer les cinémas, tous les endroits de rassemblement, parce que là, il y a des risques de transmission et c'est pas si pénalisant dans votre vie quotidienne. C'est pas drôle de vous dire que vous n'allez pas pouvoir aller dans un bar, dans un resto ou aller au cinoche pendant quelques temps, mais c'est pas non plus un truc vraiment très difficile. Plus compliqué, ça va être des mesures de dire à des personnes vous pouvez plus sortir de chez vous, etc. On n'y est pas encore. Ça a été utilisé en Chine dans l'épicentre de l'épidémie, au moment où l'épidémie vraiment battait son plein à Wuhan. On a vu des images assez incroyables d'une ville totalement déserte. On n'y est pas, et ça, ce sont des choses qui arriveraient vraiment en dernier recours. Et puis aussi le fait après de fermer une commune et de dire aux gens vous en sortez plus, vous en rentrez plus. Une fois de plus, je l'ai dit, c'est utile si vous le faites très très tôt, mais si les gens ont déjà eu l'occasion de sortir, voilà, vous n'allez pas aller très loin avec. Alors on sait qu'il y a beaucoup de commentaires et beaucoup de questions qui ont été posées là-dessus. C'est l'actualité sportive. Demain, il y a le match Lyon-Juventus de Turin où justement serait attendu justement à Lyon 3000 supporters italiens. Est-ce qu'il y a un risque particulier par rapport à ça?
ou est-ce que finalement il ne faut pas avoir de psychose particulière? Alors c'est une question que je poserai de façon plus générale sur des événements à venir des 2-3 prochains mois. Comment est-ce qu'on va les gérer? Alors là, c'est vraiment c'est des questions extrêmement difficiles. Il y a je pense qu'il y a une espèce d'évaluation du risque à faire. Alors la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est quelque chose qui est un événement absolument indispensable ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être reporté à plus tard? Alors je ne vais pas commenter sur un match de la Ligue des Champions, les avis vont être très partagés et sur le caractère indispensable ou pas, mais je vais plutôt parler des événements professionnels. Est-ce que ce serait plutôt sain, serein de dire le match se joue, pourquoi pas, mais que les supporters ne viennent pas parce que 3000 personnes pourrait être potentiellement, est-ce que ce serait une mesure? Tout dépend d'où viendraient ces supporters et s'ils viennent d'une région qui est réellement très touchée par l'épidémie. Turin, on peut dire dans la... Là, on est quand même dans le nord de l'Italie. Le virus circule dans le nord de l'Italie, c'est une vraie question qui se pose. Mais moi, je pense à d'autres événements. Par exemple, le marathon de Paris. Le marathon de Paris, début avril. Vous avez des gens qui viennent du monde entier. Ils vont être très entassés. Vous avez vu la densité humaine qu'il y a pendant le marathon. Tout le monde crache par terre parce que quand on respire, on court, on a besoin de cracher par terre. Et ça, c'est un événement où je crois la question va vraiment se poser. Parce que mon sentiment, c'est que là, dans les semaines qui viennent, on va se retrouver avec des introductions de plus en plus fréquentes du virus sur le territoire français. Il y a des moments où on arrivera immédiatement à détecter les patients, les isoler, ça ira pas plus loin. Puis il y a d'autres moments où on va détecter un peu plus tard. Là, on aura des petits foyers débutants et ça va être plus difficile à gérer. Et il faut s'habituer sur les semaines qui viennent à se dire que on va devoir gérer ces situations. Et là, des événements où vous faites venir des personnes du monde entier pour se retrouver ensemble en espace plus ou moins confiné sur une période courte, je pense qu'il y en a un certain nombre qu'on va être amené à reporter parce que ça va pas être... c'est pas le moment de le faire. Je salue toutes les personnes qui nous regardent actuellement. Il est 20h46 et on se trouve donc avec l'épidémiologiste Arnaud Fontanet qui est avec nous pour répondre à mes questions mais aussi les vôtres. Vous êtes très nombreux à poser des questions. N'hésitez pas à continuer à le faire et à partager ce direct. Il y a une question qui se pose beaucoup actuellement et qu'on voit beaucoup dans les commentaires, c'est est-ce qu'on a un traitement efficace aujourd'hui, un vaccin, quelque chose qui permettrait de dire on sait comment lutter contre le coronavirus? Malheureusement non. Il n'y a pas de traitement aujourd'hui qui marche contre ce nouveau coronavirus. Il y a des traitements qui sont en essai. En fait, c'est pas faire un traitement, ça prend sur un nouveau virus, puisque c'est un virus, je rappelle, qu'on connaît seulement depuis 3 mois, même pas. Mais faire un nouveau traitement, c'est quelque chose qui prend au minimum 1 à 2 ans. En revanche, ce qu'on peut faire, et c'est ce qu'on a commencé, c'est utiliser des molécules, des traitements qui sont efficaces contre d'autres virus, en se disant tiens, peut-être que ça pourrait marcher contre ce nouveau coronavirus parce qu'après tout, ça reste un virus. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Donc il y a des traitements du sida qui sont testés, il y a des traitements qui avaient été utilisés contre Ebola, il y a des traitements qui ont été utilisés contre beaucoup de maladies virales qu'on est en train de tester pour voir est-ce que ça a un effet. On aura les résultats dans 1 à 2 mois. Je ne suis pas particulièrement optimiste parce que ce n'est pas des traitements qui avaient été faits pour ce nouveau coronavirus, mais on peut avoir une bonne surprise. Et si c'est une bonne surprise, c'est parce que le traitement étant déjà connu, il est disponible, il suffit de le produire en plus grande quantité, on sait à qui on peut l'administrer, on connaît les effets indésirables de ces traitements, donc ce serait une solution rapide et facile. Ça, c'est ce qu'on apprendra assez vite. Si malheureusement aucun de ces traitements ne fonctionne, eh bien là on partira sur une course qui sera plus longue, où on va essayer de vraiment créer des nouveaux traitements spécifiques de ce virus, et ça peut prendre vraiment plusieurs mois. Et on sera réduit à faire ce qu'on appelle un traitement symptomatique, c'est-à-dire qu'on va vous traiter votre fièvre, on peut traiter les douleurs, et puis si vous avez du mal à respirer, on vous met de l'oxygène, et puis après, éventuellement, pour les quelques personnes qui en ont besoin, il y aura une réanimation avec une intubation, une ventilation. Mais bon, voilà, ça c'est ce qu'on appelle un traitement symptomatique, ça n'attaque pas directement le virus. Et on a Olivier dans les commentaires justement qui nous dit est-ce que le temps de trouver justement peut-être ce vaccin ou autre, le virus ne risque pas de muter? Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Alors c'est un virus qui mute, c'est des virus qui font ces virus-là, ils n'ont pas de système de réparation, donc quand ils se copient, ils font pas mal d'erreurs de copie, c'est ce qu'on appelle les mutations. Ça arrive de façon complètement aléatoire, c'est pas du tout le virus qui est intelligent et qui se dit comment je vais changer pour mieux infecter. En revanche, quand il fait une erreur et que cette erreur elle le rend plus fort par rapport aux autres virus, c'est ce nouveau virus qui va s'imposer par rapport aux autres. C'est comme ça que les virus mutants vont remplacer les virus qui avaient au départ infectés. Et celui-là, il est connu pour être capable de muter, comme tous les autres virus qui, comme lui, sont à ARN. L'ARN, c'est une des formes du génome. Alors,
Aujourd'hui, on le surveille de très près. Et il y a des sites, hein, pour ceux d'entre vous que ça intéresse, vous pouvez aller, vous tapez Next, N-E-X-T, strain, S-T-R-A-I-N.org. On mettra le lien dans les commentaires pour ceux. Vous allez dessus, vous regardez et vous allez avoir la carte de tous les virus qui ont été déjà séquencés et vous verrez qu'on compte le nombre de mutations qui les différencient. Il y a un tutoriel qui est très bien fait pour vous apprendre à interpréter et vous regarderez comme ça comment est-ce qu'on arrive à suivre les virus sur l'ensemble de la planète, à regarder les mutations, à les compter, et c'est ce qu'on fait parce qu'on se demande si effectivement ce virus va muter. Alors il y a une question qui se pose beaucoup dans les commentaires, c'est de se dire qu'on analyse, on voit que l'âge des personnes qui décèdent de ce virus est souvent très âgé, ou des personnes même parfois qui sont parfois déjà malades d'autres choses. Comment on l'explique qu'une personne plus âgée peut être plus fragile face à ce c'est simplement que les personnes âgées, comme vous le dites, hein, sont plus fragiles, et puis surtout s'ils ont de l'hypertension, du diabète, ils vont être plus vulnérables. Alors ça se voyait aussi avec la grippe, et 80% de tous les gens qui décèdent, 80% ont plus de 60 ans avec ce virus. Mais ça veut aussi dire que 20% ont moins de 60 ans. Et ça, c'est beaucoup. Parce que des jeunes de moins de 60 ans qui meurent, je dis jeunes de moins de 60 ans parce que j'ai 59, hein, donc j'en profite. Mais c'est quelque chose qui est évidemment vécu plus mal parce que c'est des chefs de famille, etc. et compagnie, ou des gens qui sont très actifs. Alors, une relative bonne nouvelle, c'est que les enfants ne font pas la maladie et les jeunes adolescents, etc. aussi sont quand même préservés. On voit rarement des formes graves avant l'âge de 25-30 ans. Mais c'est un virus quand même qui parmi les décès, vous trouverez quand même 20% des gens qui ont moins de 60 ans et ça pèsera lourd à la fin. Alors on a vu dans les pharmacies que les masques respiratoires étaient parfois dévalisés, et ça remonte parfois même à quelques semaines. Est-ce que c'est utile d'en acheter un, et si oui, quel type de masque faut-il porter? Alors il y a deux types de masques pour deux utilisations différentes. Le masque qu'on appelle chirurgical, qui est un peu en papier, hein, le plus simple, il sera utile pour celui qui est malade, pour protéger son environnement. Et ça, c'est quand vous apprenez que vous revenez de Chine, vous êtes en isolement, en quarantaine chez vous, vous surveillez votre température 2 fois par jour, vous avez de la fièvre, si vous avez de la fièvre, vous appelez le 15, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi vous mettez votre masque pour protéger votre environnement. Et l'autre masque, qu'on appelle FFP2, qui est un masque, celui qui vous donne un peu un bec de canard, beaucoup plus épais, etc. Et ce masque-là, c'est celui que vous utiliserez pour vous protéger des autres. Alors en fait, c'est pas vous qui allez l'utiliser, d'abord, c'est les personnels soignants, c'est ceux qui sont au contact des patients, ils veulent se protéger, ils mettent ce type de masque. Pour vous, la seule utilité de ce masque, ce serait si on passait en mode épidémique, donc si vraiment il y avait une circulation intense du virus dans l'endroit où vous vivez, et que vous devez sortir et être au contact de gens de façon assez rapprochée, à ce moment-là, ce masque pourrait vous être utile. Mais pour l'instant, il n'a aucune utilité parce que le virus, s'il circule en France, il circule très très peu. On sait que pour l'instant en Afrique, il y a eu peu de cas jusqu'à maintenant. Il y a un en Égypte. Oui. On apprend à l'instant, et c'est une information que je vous donne, qu'il y a un cas qui a été... c'est un peu l'information en direct. En Algérie, on l'apprend d'une personne qui venait d'Italie. C'est vrai qu'on peut penser à l'Afrique parce qu'on a les craintes peut-être que certains pays ne soient pas protégés, peut-être comme d'autres. C'est-à-dire que le contrôle de l'épidémie serait beaucoup plus difficile sur des pays qui ont des systèmes de santé plus fragiles. Donc l'Afrique en ferait partie, et si le virus arrivait sur des grosses capitales comme Lagos, comme Abidjan, comme Nairobi ou Addis Abeba, le potentiel de transmission est quand même très fort. Alors aujourd'hui, en dehors de l'Égypte et je l'apprends de l'Algérie, il n'y a pas effectivement d'autres cas qui étaient diagnostiqués. Le mois qui vient de s'écouler, il a été vraiment utilisé pour essayer de préparer des laboratoires dans les capitales africaines pour le diagnostic. Maintenant, c'est un laboratoire pour quelquefois des grandes capitales. Ça va être très difficile si le virus arrive. Dans la période où on est aujourd'hui, où il y a très peu de suspicion de cas, etc., c'est gérable. Ça pourrait devenir plus difficile si le virus se met à circuler très largement dans le monde et où les introductions deviendraient beaucoup plus fréquentes sur les pays africains qui, on le sait, ont beaucoup de contacts avec la Chine maintenant, mais aussi avec le reste du monde, puisque le virus il est en train vraiment de sortir de la Chine et de s'installer dans beaucoup d'autres pays. Et là, on peut craindre, si le virus y arrive, qu'il sera beaucoup plus difficile de le contrôler. Alors on parle beaucoup de la durée d'incubation, parce que c'est cela qui est aussi important pour détecter ces cas. Est-ce qu'on a aujourd'hui une estimation précise de la durée d'incubation de ce virus ?
Alors, elle est estimée autour de 6 jours, peut-être un peu moins, 5 jours. Et ça, c'est la moyenne. Après, ce qui nous intéresse, nous, c'est quelle est la durée d'incubation maximale. Pourquoi ? Parce que quand on met des gens en isolement, on va les garder en isolement, en quarantaine, s'ils ont été contact d'un patient, par exemple, le temps de la durée d'incubation maximale, pour voir si, pendant cette période, ils vont développer la maladie. Si, après cette durée d'incubation maximale, que l'on fixe à 14 jours aujourd'hui, vous n'avez pas développé la maladie, alors que vous avez été en contact avec un patient, c'est que vous n'allez pas être malade. 14 jours, c'est suffisant pour le savoir, puisque c'est la durée d'incubation dite maximale. Donc voilà, on est fixé sur ce 14 jours qu'on avait depuis le début. Toutes les estimations qu'on a depuis convergent pour nous dire que 6 jours c'est la moyenne et que 12 jours ce serait le maximum. Alors il y a eu 2-3 exemples qui n'ont pas pu être vérifiés où on a dit 24 ou 27 jours, mais ça reste exceptionnel. Et puis on ne va pas changer cette règle pour 2 ou 3 cas très rares, parce que déjà 14 jours en quarantaine, c'est pas drôle. Et pour les services sanitaires qui doivent faire le suivi, c'est beaucoup de boulot. Alors on rappelle l'information de la soirée, c'est qu'il y a 2 nouveaux cas de coronavirus qui ont été détectés en France. La question, c'est aussi dans la détection, justement, par rapport à la durée d'incubation. Est-ce que techniquement, parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup d'alertes de personnes qui ont été testées, je pense par exemple hier dans le commissariat du 13e arrondissement à Paris, il y a plusieurs personnes qui étaient suspectées d'avoir le coronavirus, touristes asiatiques qui étaient passés par l'Italie, et elles étaient peut-être passées là-bas il y a quelques jours. Est-ce que c'est possible qu'une personne soit révélée négative au bout de 3-4 jours et que finalement la durée d'incubation fait qu'on peut la tester positive au bout de 8 ou 10 jours ? Alors, imaginons que quelqu'un était en contact avec un patient. Si vous allez lui faire le test le lendemain, il va être négatif. Si cette personne est en incubation, la maladie va se déclarer, on l'a dit, en moyenne 6 jours après. Vous trouverez peut-être le virus dans sa gorge 4-5 jours après. Mais les 3 premiers jours, il n'y a rien. Donc après, juste avant le début des symptômes, vous commencez à trouver le virus dans la gorge. Ça va durer pendant toute la durée des symptômes. La quantité de virus, elle va être maximale au début de la maladie, puis elle va s'amenuiser, et quand au bout d'une semaine, la personne va guérir, vous retrouverez peut-être le virus dans la gorge 1 ou 2 jours après la fin des symptômes, et puis il disparaîtra. Donc, si vous testez avant ou après, vous n'allez rien trouver. Du coup, ça peut expliquer que des personnes seraient révélées négatives et qu'on pourrait les contrôler positives après. Est-ce que ça rend pas justement plus compliqué cette détection ? C'est-à-dire de se dire que, je vais pas dire des personnes passent au travers des mailles du filet, mais c'est le risque. Alors, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'on ne va tester que les personnes qui ont des symptômes. C'est-à-dire que si vous êtes en quarantaine parce que vous avez eu un contact avec un patient ou parce que vous venez d'une région où le virus circule, on ne va pas vous tester systématiquement tous les jours en attendant de voir le virus arriver, parce que c'est des tests qui sont difficiles à faire, qui sont coûteux, qui prennent du temps, etc. En revanche, on vous dit, vous surveillez votre température, et si vous avez une fièvre, alors là, oui, on viendra vous tester. Alors, on sait qu'il y a des mesures qui ont été prises, notamment pour les jeunes enfants qui reviennent des zones touchées. Pourquoi 14 jours ? Pourquoi on le fait pour les enfants et pas pour les adultes ? On sait que pour l'instant, ces recommandations ont été mises par le ministère de l'Éducation nationale, mais ça n'a pas été forcément aussi donné d'un point de vue professionnel. Enfin, je veux dire, par exemple, quelqu'un qui aurait 30-35 ans, qui travaillerait, qui reviendra, il n'y a pas la même... Comment ça se fait qu'il y a une différence de traitement ? Est-ce que vous pensez que c'est une erreur ? Enfin, je sais pas. Alors, 14 jours, c'est toujours la même chose. C'est la durée d'incubation maximale. Si les enfants n'ont pas développé la maladie au bout de 14 jours, ils ne vont pas la développer après, donc ils peuvent retourner à leurs occupations habituelles. Pourquoi les enfants ? Parce qu'on sait que pour la grippe, par exemple, les écoles, c'est un endroit fabuleux pour la transmission de la grippe. Les enfants, vous savez, ils sont quand même tous dans des classes qui ne sont pas de taille forcément très grande, ils sont très nombreux, ils jouent tout le temps ensemble, ils sont toujours très proches les uns des autres. Et puis, du coup, ils se transmettent facilement les virus respiratoires, et c'est pour ça que dans la petite enfance, on l'a tous vécu, les gamins, ils sont toujours un peu malades, ils ont toujours un peu de tout, un peu de quelque chose, etc. Et puis, les jeunes parents aussi avec. Mais les enfants, voilà, par leurs activités, par la fréquence de leur contact, par la proximité de leur contact, ils vont se transmettre les virus respiratoires beaucoup plus facilement. Et c'est pour ça qu'on a dit, les enfants qui reviennent de zones à risque, il vaut mieux qu'ils restent chez eux pendant 14 jours. Alors les adultes, on pense qu'ils ont des comportements un peu différents. Ils ne sont quand même pas tous agglutinés les uns sur les autres, en train de jouer comme dans une cour de récréation, enfin dans la plupart des boulots tels que je les connais. Et du coup, on leur dit d'agir de façon responsable. Et selon la nature du travail qu'ils ont, ceux qui peuvent faire du télétravail, ils vont le faire. Ceux qui doivent aller au boulot, ils vont y aller. Mais alors on leur dira, dans les transports en commun, tenez-vous à l'écart, évitez d'être trop proche de vos collègues, gardez un peu une distance, etc., etc. Donc on leur demande d'avoir un comportement responsable. Et on sait que pour un enfant, les mêmes recommandations, on ne peut pas les faire. Si un gamin il arrive dans une cour de récréation, vous n'allez pas lui dire vous êtes tous à 3 mètres les uns des autres, en piquet dans la cour de récréation pendant la récréation, ça ne marchera pas. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une différence de traitement entre enfants et adultes. Il y a beaucoup de questions sur l'origine du virus.
de se dire comment a-t-il pu se créer, comment a-t-il pu se répandre. Certains ont parlé de la voie animale, d'autres ont parlé jusqu'à dire ce serait dans un laboratoire que ça s'est passé. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça aujourd'hui? On sait bien aujourd'hui d'où viennent les virus. Ce sont des virus qui nous arrivent du monde animal. Toutes ces émergences, quand je pense au SRAS, on pense à Ebola, on parle du Zika, on parle de tous ces virus. C'est des virus qui vivent d'abord chez l'animal et puis qui un jour, ils vont passer chez l'homme. Alors, le passage chez l'homme, il peut se faire dans des contacts étroits entre les animaux et les hommes. Ça peut être quelquefois pour des virus qui sont transmis par des grands singes, par exemple. Quand on va chasser ces grands singes et puis qu'on découpe la viande, et ben là, le sang qui est infecté peut affecter des hommes qui vont ramener la maladie. C'est ce qui a dû se passer un jour pour le virus du sida. C'est ce qui se passe avec le virus Ebola. Là, avec ces coronavirus, pour le SRAS en 2003, on avait retrouvé que c'était des civettes, c'est des petits carnivores qui étaient des chats avec un museau pointu, qui étaient consommés dans des restaurants de Canton, dans le sud-est de la Chine, qui étaient infectés avec ce coronavirus et qui ont infecté les clients ou les cuisiniers dans les restaurants. Ils les infectaient quand ils étaient vivants, parce qu'ils étaient dans des cages vivants à l'entrée du restaurant, parce que les clients, ils voulaient manger un animal frais, ils voulaient être sûrs. Donc ils arrivaient dans la cage, dans le restaurant, il y avait la cage, ils regardaient, ils disaient « moi je veux manger cette civette ». Le cuisinier, il arrive, il prend la civette, il l'emmène. La civette, qui a vu ce qui était passé à tous ceux qui avaient été pris par le cuisinier, c'est-à-dire qui ne revenaient pas, elle se débat, et là, elle peut infecter le cuisinier ou un client, et c'est comme ça que ça se passait. La consommation de la viande cuite, elle va pas vous infecter. Là, on parle vraiment d'animaux vivants qui transmettent. Ça peut être aussi les déjections de ces animaux, et si la cage est pas nettoyée régulièrement, etc., les déjections, elles peuvent contenir aussi du virus. Dans ce nouveau coronavirus, on n'a pas identifié l'animal, mais on a un fort soupçon pour le pangolin. Alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'est un pangolin, mais vous pouvez regarder les images sur Internet facilement. C'est un animal qui est un fourmilier, c'est un peu comme un tamanoir, c'est un long nez, et puis ça mange des fourmis. Et c'est un petit animal. Et puis celui-là, il est recouvert d'écailles, comme un tatou. Donc c'est un truc assez improbable, le pangolin. C'est très mignon, très gentil, ça embête personne. Malheureusement, c'est braconné, parce qu'il y a des gens qui aiment manger le pangolin, ou alors qui font de la médecine traditionnelle avec les écailles de pangolin. Et c'est un animal protégé d'ailleurs. Le 3e samedi de février de chaque année, vous ne le savez pas, mais c'est la journée mondiale du pangolin, et c'était le 15 février. Vous l'avez raté, mais l'année prochaine, pensez-y. Et pourquoi? Parce que c'est un animal à qui il faudrait foutre la paix, il faudrait le laisser vivre tranquille là où il était, et ça nous aurait évité beaucoup de problèmes. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on a retrouvé chez les pangolins des virus très proches de ce nouveau coronavirus, et qu'on pense que c'est le pangolin qui l'a vraisemblablement transmis à l'homme. Avant, il y avait peut-être une chauve-souris, comme souvent d'ailleurs, même pour Ebola aussi, il y a une chauve-souris qui a un peu l'ancêtre, le virus de départ, c'est le réservoir, et puis le passage à l'homme, il se fait par ce qu'on appelle un hôte intermédiaire, qui, pour le SRAS, c'était la civette, pour ce nouveau coronavirus, serait le pangolin. Est-ce que c'est-à-dire que certains animaux ne devraient pas être consommés tout simplement? C'est vrai qu'on a vu des vidéos tout au début, justement, quand le virus s'est développé en Chine, ou qui interpellaient sur les réseaux sociaux, de voir des fois une chauve-souris dans une assiette, etc. Est-ce que c'est des choses... Oui, je pense que voilà, les animaux sauvages, laissons-les où ils sont, et 2/3 des nouveaux virus qui nous arrivent nous viennent des animaux, et c'est dans ces cas-là, les conséquences sont dévastatrices, et puis franchement, je pense qu'on peut se passer du pangolin ou de la civette. Alors en Chine, ils ont pris des mesures, là maintenant, déjà avec le SRAS, ils avaient interdit la consommation de civettes. Mais là, je pense que c'est des mesures qui vont être beaucoup plus générales sur la consommation de beaucoup d'animaux sauvages dans les marchés, parce qu'ils se rendent compte que le coût humain et économique est considérable. Alors, on parle depuis près d'1 an de la crise des urgences en France, qu'on a couvert régulièrement sur Brut au travers des manifestations, des actions, on leur a donné la parole. Souvent, ils nous évoquent le manque de moyens au quotidien pour venir en aide aux patients dans leur mission de tous les jours, en disant il y a des patients dans les brancards, etc. Quand on entend ces témoignages-là, on se dit mais est-ce que la France, elle est vraiment prête à une épidémie, ou plus encore la question se pose. Alors les conditions sont vraiment difficiles. Moi, j'y travaille pas dans les urgences. Je suis chercheur dans un labo, etc. Mais j'ai beaucoup de collègues médecins. J'étais médecin de formation avant de devenir chercheur. Et les conditions sont difficiles. Mais chaque année, les urgences et les hôpitaux, ils gèrent les épidémies de grippe. Chez les enfants, c'est des bronchiolites, des infections respiratoires qui peuvent être très sévères et qui encombrent les urgences aussi. Donc pour ce nouveau coronavirus, il y a un gros travail de préparation qui est fait. Il y a quand même une action coordonnée pour se dire comment est-ce qu'on va faire si l'épidémie s'amplifie pour arriver à prendre en charge les patients.
tant qu'on reste sur un nombre de cas relativement limité, il y a un certain nombre d'hôpitaux dédiés, ils étaient 38, ils sont passés à 70, avec des lits équipés, des chambres à pression négative, c'est-à-dire que l'air n'en ressort pas, et donc on peut recevoir ces patients parce qu'il n'y a pas de risque de contamination à l'extérieur, et tout ça se gérera bien à partir du moment où la coordination se fait proprement. Il y aura beaucoup de mesures quand même d'hygiène très strictes à prendre dans ces hôpitaux parce que les personnels soignants sont à risque et puis les autres patients aussi peuvent être à risque. Après, la partie qui sera plus compliquée, c'est si vraiment on se retrouve devant une épidémie d'ampleur beaucoup plus importante. Je prendrais même le cas de ce qui se passe en Italie. Là, ils se retrouvent avec 300 cas en quelques jours sur une province du Nord. Et là, la gestion de tout ça va devenir plus compliquée. Il y a une étape qui a déjà été franchie en Italie et que d'autres pays pratiquent déjà et qu'on pourrait être amené à pratiquer en France si l'épidémie se développe en France, qui serait aussi de dire aux gens, finalement, ce que vous avez, c'est pas très différent d'une grippe. Et quand on a une grippe classique, on reste chez soi. Et donc, on pourrait proposer aux gens de rester chez soi. Et tant qu'ils n'ont pas de symptômes majeurs, le généraliste pourrait se voir avec faire le suivi de ces patients-là à partir du moment où il est bien protégé. Il y a une question que je me pose d'ailleurs, mais là ma pratique clinique n'est pas assez développée, mais je me dis est-ce que simplement avec une visio, un généraliste ne pourrait pas faire une consultation à distance, parce que qu'est-ce qui est important, c'est de voir la fréquence avec laquelle le patient respire. Tant qu'il n'est pas essoufflé, peut-être que finalement il ne va pas si mal. Enfin là je m'avance. Mais c'est peut-être des solutions comme ça qu'il faudra envisager pour les gens qui ont des formes bénignes. Parce que beaucoup de gens, et ça c'est quand même quelque chose qu'il faut bien retenir, plus de 80% des gens, ils vont faire des formes parfaitement bénignes. Il y a les 20% qui vont faire des pneumonies plus marquées, qui eux auront besoin d'être hospitalisés. Et puis parmi ceux-là, il y a une proportion plus faible, heureusement, qui font des formes vraiment sévères et qui devront aller en réa. Donc il y a un moment, si on se retrouve avec beaucoup de cas, on n'y est pas, mais ça pourrait arriver, où là, on pourrait passer et ça c'est ce qui est en discussion actuellement, qui est en préparation actuellement, à une nouvelle façon de gérer les patients, qui serait de dire, aiguillons les patients selon la nature des soins dont ils ont besoin, les plus sévères en réa, les moyens sévères, ils sont en liste d'hospitalisation classique pour être surveillés de près et passer en réa s'ils ont besoin, mais la grande majorité des personnes, elles resteront à domicile parce que finalement, c'est un virus qui, heureusement, dans la grande majorité des cas, est bénin. Et comme pour une grippe classique, vous restez chez vous, vous n'allez pas être hospitalisé pour une grippe classique. Je réponds à un commentaire parce qu'il y a quelqu'un qui nous dit qu'il y a 9 cas déclarés dans sa région. C'est pas quelque chose d'officiel. Les informations qu'on a ce soir, je les rappelle, elles ont été déclarées aux alentours de 19h. C'est qu'il y avait 12 personnes qui avaient été hospitalisées depuis le début. Il n'y avait plus aucun cas déclaré parce que les personnes étaient guéries. Il y avait une personne qui était décédée, c'est ça, je crois. En France, en France. Et donc 2 nouveaux cas de contamination annoncés ce soir par Jérôme Salomon en conférence de presse. L'un qui est hospitalisé à Paris, qui revenait de Chine, et une personne qui est hospitalisée en Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une personne qui revenait d'un séjour en Lombardie, donc dans le nord de l'Italie. Donc ces 2 personnes sont hospitalisées ce soir. On sait qu'il y a beaucoup d'autres personnes dont il y a des vérifications qui sont en cours. Oui, voilà. Il y a parfois des alertes infos qui tombent de médias régionaux. Exactement. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des cas avérés, ce sont des cas qui sont en cours de vérification. Et c'est ensuite qu'on sait si oui ou non ils sont porteurs du coronavirus. Il y a cette question qui se pose parce qu'il y a les termes aussi de se dire épidémie, pandémie, c'est quoi la différence ? Alors, une pandémie, c'est une épidémie qui est sur au moins 2 continents. Donc aujourd'hui, il y a le continent asiatique, clairement, qui a une épidémie qui est celle de Chine. Et puis ailleurs, il y a des foyers. Voilà, c'est comme ça que l'OMS le qualifie. Et l'OMS, jusqu'à récemment, s'est toujours bien gardé de parler de pandémie, ce qui voudrait dire qu'il y a une épidémie qui s'est développée sur un continent autre que l'Asie. Je pense qu'ils sont en train de se rendre compte que il y a un moment où il va falloir dire le mot pandémie. L'épidémie en Chine, elle devient vraiment consistante. En Italie, devient vraiment important de dire que c'est un foyer. Ça tient plus tellement la route si on dépasse les 300 cas. Ça va être la même chose dans d'autres. Donc voilà, on est en train d'évoluer là-dessus. Mais par définition, une pandémie, c'est une épidémie qui touche au moins 2 continents. Alors on va peut-être prendre encore 1 ou 2 questions dans les commentaires avant de conclure ce live. Mais de parler aussi peut-être des gestes pratiques. Alors on en a évoqué beaucoup, mais comment éviter une saturation aussi au niveau des services d'urgence, l'appel au 15, on sait qu'il y a eu une multiplication par 3 ou 4 des appels. Comment éviter la saturation, c'est-à-dire de se dire au moindre symptôme, on sait qu'il y a beaucoup de crainte, il y a beaucoup de peur. Comment on peut réussir à garder des gestes rationnels face à la crainte et la peur légitime ?
Alors il y a des sites d'information qui sont bien faits, hein. Si vous allez sur le site du ministère de la Santé, vous trouverez plein d'infos avec des questions-réponses, etc. et qui vous donnent des indications sur le diagnostic. Vous avez, on l'a dit, un numéro vert, hein, que vous appelez pour vos questions. N'appelez pas le 15 si vous avez des questions à poser, hein. Appelez le 15 si vraiment vous pensez être malade et vraiment malade. La difficulté, c'est sûr, c'est qu'à partir du moment où l'historique d'un voyage récent en Chine ne sera plus suffisamment indicatif pour dire vous avez une forte suspicion de coronavirus parce que le virus aura circulé ailleurs, et bien les gens vont avoir de plus de crainte d'être eux-mêmes atteints. Mais rappelons-le, pour l'instant, le virus, s'il circule en France, il circule très peu. Je le redis, hein, le gouvernement est très transparent. Hein, dès que les points presse sont faits tous les jours, les comptes sont donnés, donc il n'y a pas de... On cache rien là-dessus, hein, de ce que je connais, hein, en tout cas. En revanche, c'est vrai, les semaines qui viennent, il va y avoir de plus en plus d'introduction du virus, et donc voilà, on va être de plus en plus sollicité et mis à l'épreuve pour des confirmations diagnostiques. En gros, c'est-à-dire que le pire est à venir ? Alors, le pire, c'est là où il faut un peu essayer de se projeter sur qu'est-ce que ça pourrait être. Hein. Je ne dis pas qu'on va arriver là-dessus, mais admettons que dans les semaines qui viennent, ça y est, l'épidémie se généralise. C'est-à-dire qu'on a plusieurs foyers qui vont s'allumer dans les semaines qui viennent et puis qui vont finalement, je dirais presque confluer, et on se retrouve avec une situation où on a un nombre de diagnostics chaque jour très élevé. D'abord, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de formes bénignes et de plus en plus. Hein. Pour l'instant, on dit qu'il y a 20% de pneumonie, 80% de formes bénignes qui peuvent rester chez eux en gros, et la mortalité c'est 1% de tout ça. On va se rendre compte bientôt qu'il y a encore plus de formes tellement peu symptomatiques que les gens ne vont même pas consulter, et puis il y a même des gens qui n'ont aucun symptôme. En Italie, dans le compte qu'ils ont actuellement des nouveaux cas, il y a énormément de gens qui n'ont aucun symptôme. Donc on va se rendre compte que finalement cette maladie, elle n'est peut-être pas si grave que ça. Et puis on se retrouvera dans une situation de ce que j'appellerais une épidémie de grippe assez banale finalement, avec quand même quelques réserves. D'abord, on ne sait pas, je l'ai dit quand même, la proportion de formes de décès, on en retrouve quand même 20% chez les moins de 60 ans, ça c'est plus qu'une grippe saisonnière classique. Et puis on est habitué à... On connaît la grippe finalement, et on la banalise d'ailleurs. Les gens ne se vaccinent pas, il y a beaucoup de gens qui devraient se vacciner qui ne le font pas. Mais les morts de la grippe, c'est des morts qui sont très indirectes. Ce que j'entends par là, c'est que ça va être des personnes âgées qui vont faire une décompensation d'une bronchite chronique, ils vont faire un infarctus du myocarde, quelque chose comme ça, et la grippe était derrière, mais on ne le savait pas. Là, pour tous les cas, on aura le diagnostic du coronavirus qui sera fait, et donc ça, forcément, ce sera un peu plus anxiogène. Mais dans un scénario qui serait le scénario le plus péjoratif, et une fois de plus, c'est un scénario, c'est pas du tout une réalité aujourd'hui, on peut imaginer qu'on se retrouvera avec, finalement, comme une épidémie de grippe, beaucoup de gens touchés, la plupart resteront chez eux, vont guérir spontanément, il n'y aura pas de problème particulier. Malheureusement, une certaine fraction se retrouvera à l'hôpital, dont certains en réanimation, mais on apprendra à vivre avec, parce qu'on a une force d'adaptation qu'on ne soupçonne pas, qui fait que quand on connaîtra mieux notre ennemi, eh bien, on saura le gérer et vivre avec. Mais une fois de plus, là, je vous parle d'un scénario qui est le scénario le plus péjoratif. Parce que c'est vrai que ce qui inquiète beaucoup, c'est de se dire, et on voit dans les commentaires, au-delà de certaines personnes qui peuvent poser des questions, de se dire qu'on est ce soir, c'est un chiffre en direct, mais qui peut toujours évoluer minute après minute, tellement la situation est évolutive. On parle de 322 contaminations en Italie et 11 morts, c'est quand même un pourcentage très important de morts par rapport au nombre de personnes contaminées. Alors après, il faudrait vraiment savoir de quand a commencé la datation vraiment du début, voir le profil des personnes qui sont décédées. Le réel, quand on voit la vitesse avec laquelle on identifie des nouveaux cas en Italie, dont beaucoup, une fois de plus je répète, sont asymptomatiques, autant les décès ils s'imposent à nous, parce que ces gens-là ils ont été hospitalisés parce qu'ils avaient des formes très sévères, autant on va peut-être découvrir qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont des formes mineures, et donc la proportion de décès ne sera pas à la fin ce qu'elle est aujourd'hui, mais plus faible, parce que pour l'instant on n'a pas encore fait le tour de toutes les formes mineures qui existent autour. Cette question qui revient souvent dans les commentaires par rapport à la Chine, de se dire est-ce que les premiers jours n'ont pas été de ne pas révéler l'ampleur de ce qui se passait, est-ce qu'il n'y a pas eu un décalage entre les premiers cas détectés et une véritable prise en compte de l'urgence de la situation pour vous? Alors la Chine, elle a été étonnante à de niveaux différents. Sur la partie
réalisation qu'il se passait quelque chose d'anormal parce qu'il y avait des patients dans une ville de 11 millions d'habitants qui étaient tous liés au même marché de Wuhan, et de dire, voilà, là il y a quelque chose de nouveau. La prise de conscience a été rapide, elle a impliqué quelques médecins chinois, dont un malheureusement, vous le savez probablement pour beaucoup d'entre vous, est décédé depuis. Et il y a eu aussi, donc à partir de là, un isolement de prélèvements sur des sécrétions respiratoires qui ont permis d'identifier un nouveau virus en un temps absolument record. Une performance technologique pour nous dire le 10 janvier, alors que les premiers malades ont vraiment commencé à arriver le 15 décembre, donc moins d'un mois après, voilà la séquence complète d'un nouveau virus, c'était remarquable et important parce que sur la base de la séquence de ce nouveau virus, on a pu faire des tests diagnostiques qui sont utilisés aujourd'hui partout dans le monde. Donc là, ça a été très rapide. En revanche, sur la description de tous ces premiers cas et la façon avec laquelle tout ça nous a été rapporté, nous disons au début qu'il y avait 40 cas qui étaient tous liés au marché, ou pratiquement tous liés au marché d'animaux, sans transmission secondaire avérée, et donc probablement pas de risque épidémique, mais simplement des gens qui avaient été infectés par un virus animal, et puis ça allait s'arrêter là. Là, je pense que plus de transparence aurait été utile, à un moment où aussi une action extrêmement énergique aurait peut-être, au tout début, permis d'endiguer le démarrage de cette épidémie. Sur les commentaires, quelqu'un qui nous dit: peut-on développer des anticorps contre le coronavirus et être ainsi immunisé? Oui, et c'est d'ailleurs ce que vont faire la très grande majorité des gens. On va d'ailleurs, en Chine, ils demandent maintenant aux personnes guéries de venir pour faire un don de sang dont on va recueillir le plasma. Le plasma, il contient des anticorps et il pourra même être injecté à des personnes en phase aiguë de la maladie pour faire bénéficier à cette personne des anticorps d'une personne qui a déjà guéri. Voilà, alors il y a quelqu'un qui nous demande comment sont gérées les personnes décédées, est-ce qu'elles sont enterrées ou incinérées? Je pense que c'est des recommandations qui sont faites d'ailleurs. On est sur sur des personnes décédées, les sécrétions respiratoires peuvent rester contagieuses pendant quelques temps. Il y a d'autres fluides biologiques où vous pourriez éventuellement trouver le virus. Donc on le gère comme des personnes qui sont décédées de maladies infectieuses, type grippe ou autre, mais il n'y a pas de recommandations qui vont au-delà, comme par exemple pour une maladie Ebola, etc. Mais après, ça dépend des confessions religieuses, des choix des individus, etc. Question qui se pose, le virus peut-il vivre dans des zones chaudes? Est-ce que justement une température d'un endroit à l'autre, imaginons on est dans un endroit où il fait moins 10, on est plus sujet ou moins sujet à l'avoir? Est-ce qu'il y a Alors, sur un certain nombre de virus respiratoires, on sait qu'ils ont une recrudescence en période hivernale. Ça peut tenir à deux facteurs. Certains de ces virus vivent mieux quand il fait froid et sec, vraisemblablement. L'autre facteur qui contribue beaucoup à la transmission des virus respiratoires en période hivernale, c'est qu'en période hivernale, les gens vivent en atmosphère confinée, beaucoup plus proches les uns des autres, et donc la transmission des virus respiratoires se fait plus facilement. Et ça, donc les deux facteurs viennent ensemble pour expliquer pourquoi on a des épidémies hivernales de virus respiratoires. Maintenant, sur ce coronavirus, on peut espérer, peut-être quand il fera un peu plus chaud, déjà les gens seront moins les uns sur les autres, donc moins de transmission. Est-ce qu'il sera sensible à la température? On est quand même en milieu intérieur, il n'y a pas énormément de variations. Et puis rappelons-nous, il y a un coronavirus, un autre, qui sévit dans les pays du Golfe, qui est responsable d'une maladie qu'on appelle MERS, un Middle East Respiratory Syndrome. Celui-là, il vit très bien à 50 degrés. Des questions dans les commentaires. Alors, on a parlé de la transmission animale vers l'être humain, mais est-ce que ça peut être l'inverse aussi Ça pourrait. Ça pourrait. C'est rarement étudié, parce qu'on est plus inquiet de ce qui se passe de l'homme vers l'animal, mais il n'y a pas de raisons physiologiques qui permettent de dire que des hommes ne pourraient pas infecter des animaux. Après, les virus, ils sont assez spécifiques d'une espèce. Je veux dire, là, c'est le pangolin et pas tous les animaux qui l'ont transmis chez nous. Il faut qu'il soit adapté à son espèce, donc c'est pas tous les animaux. Et si vous avez des animaux domestiques, par exemple, on n'a pas de raison de penser que vous allez infecter votre chat, votre chien, etc. avec ce nouveau coronavirus, ou que votre chat ou votre chien puisse servir de vecteur. Lucie, dans les commentaires, peut-on guérir seul du virus? C'est ce qui se passe sur la majorité des gens. Alors ils ont quand même un traitement qu'on appelle symptomatique. On leur, il y a ceux qui ont des formes très bénignes, ils vont guérir tout seuls. Ceux qui ont des formes plus sévères, ils vont être en hôpital, et puis là il y aura les traitements dits symptomatiques qui vont les aider à passer la phase aiguë. Mais on n'a effectivement pas de traitement antiviral qui attaque le virus lui-même. Donc la majorité des gens, d'une certaine façon, vont guérir seuls. Les personnes qui ont des maladies de poumons, au niveau des poumons, est-ce qu'ils sont plus sujets à ça? Oui, je pense que toute pathologie préexistante des poumons vous rend plus vulnérable.
Voilà, on a répondu à cette question sur le temps au niveau d'un vaccin, ce sera à peu près 1 à 2 ans, hein, ce sera plus... Voilà, il faut savoir que le vaccin, ça prend du temps. Le vaccin, c'est important parce que dans la santé publique, c'est ce qui marche le mieux quand il s'agit de contrôler une maladie. Mais le développement du vaccin, entre sa conception, son test chez l'animal et après le passage sur les tests chez l'homme, eh ben, ça va prendre 1 à 2 ans minimum. Tiffany qui nous demande est-ce que ça peut se propager dans l'eau? Pas de raison de le penser. Pas de raison de le penser. Des scientifiques analysant le virus ont remarqué qu'il y avait des traces de création dans ce virus. Qu'en pensez-vous? Des traces de création. Alors je pense que... Non, je ne saurais pas vous dire. Voilà, j'avais lu la question en même temps. Voilà, on regarde un peu les dernières questions qu'il peut y avoir. Sur les constructions d'hôpital assez rapides, est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est... Les hôpitaux de campagne, hein, quand vous avez besoin d'isoler des patients. Là, la difficulté qui s'est posée... là-bas était le besoin d'isoler les patients, notamment ceux qui avaient des formes relativement bénignes. Donc là, ils ont fait dans les stades des espèces de grands dortoirs pour les gens qui avaient des formes bénignes. Mais il y a d'autres pays qui choisissent l'isolement à domicile qui probablement est plus adapté. Mais en ce qui concerne les plus faibles et fragiles, peut-on les protéger? C'est l'idée peut-être de limiter les déplacements? C'est effectivement pour eux d'être le moins exposés possible. Eux, ce sont ça. Alors, ce qui est bien pour eux déjà, c'est d'être vaccinés contre la grippe. Ça les protège de la grippe qui est quand même très importante. Et puis ça veut dire que s'ils ont une fièvre, on est tout de suite beaucoup plus à même de penser que ça puisse être ce nouveau coronavirus. Je suis allergique à la pénicilline, suis-je plus à risque? Alors, non, la pénicilline, elle viendrait si vous avez une surinfection pulmonaire. C'est un antibiotique qui agit sur les bactéries. Donc il peut y avoir dans les maladies virales des surinfections pulmonaires. Après, il y a d'autres classes d'antibiotiques qui peuvent être efficaces chez des gens qui ont des allergies à la pénicilline. On sait que certains pays ont fermé les frontières avec l'Iran, la Chine, la France ne l'a pas fait avec l'Italie. Est-ce qu'il y a Johan qui pose cette question? Rétablir les frontières aiderait-il à éviter la propagation? Alors là, on sait que de fermer les frontières, ça peut ralentir, mais ça n'arrête jamais. On gagne un peu de temps, mais alors le coût économique de fermeture de frontières est absolument considérable. Et c'est pour ça que les pays de l'espace Schengen ont décidé de ne pas fermer leurs frontières là. Ironiquement, l'Italie était le pays qui avait arrêté ses relations de vol avec la Chine. C'était le seul pays qui avait arrêté ça. Et c'est pourtant chez eux que l'épidémie a démarré. Question de Toto qui nous dit simplement quand serons-nous en quarantaine sur Paris? Alors est-ce que ça risque d'arriver? Est-ce que c'est possible cette situation? Pas en quarantaine sur l'ensemble de la capitale, etc. et compagnie. Il peut y avoir des foyers qui démarrent, et Paris est une très grande ville et avec beaucoup d'échanges. Après, il y aura différentes gradations de mesures à prendre qui vont de ce qu'on avait dit déjà pour tout le monde et dès maintenant les mesures d'hygiène de base. Après, on pourrait être arrivé à des mesures où on vous recommande de faire du télétravail, les enfants puissent ne pas aller à l'école ou pas, etc. Enfin, il y aura toute une série de choses qui vont être faites. La ville elle-même, complètement, avec un cordon sanitaire autour, non, ça, on n'y réfléchit pas. Il y a cette question, est-ce que le fait de résider proche d'un hôpital est plus inquiétant que d'habiter en pleine campagne? C'est des questions pratiques qui nous viennent pour répondre aux inquiétudes. Pas d'inquiétude non plus. Les asthmatiques, personnes souffrant de problèmes respiratoires, sont-ils plus à risque? Je n'ai pas de données là-dessus, mais je dirais vraisemblablement oui. Les pathologies cardiaques aussi? Je dirais aussi, c'est comme pour la grippe, hein, dès que vous avez une infection pulmonaire grave, et ben vous décompensez ce type de maladie, d'infection générale. Voilà, je pense qu'on va conclure là tout doucement. Hein. Très bien. Voilà, c'était une longue journée pour certains d'entre nous. Ouais, en effet, parce que c'est vrai que vous êtes... et qui va continuer encore. Très sollicité. Pour vous, je pense, au niveau de l'Institut Pasteur, vos interventions médiatiques, c'est quoi l'idée? C'est d'essayer de faire de la pédagogie? Je pense que c'est très important parce qu'il faut le virus, voilà, je pense qu'on va avoir effectivement, comme on l'a dit, de plus en plus de cas dans les semaines à venir. Il faut accompagner ça, il faut expliquer aux gens. C'est les réactions disproportionnées et inappropriées qui sont quelquefois les plus dangereuses. Hein. Donc on fait beaucoup de ça, beaucoup de pédagogie, mais à côté on fait beaucoup de recherche aussi. Hein. Donc il faut savoir que les journées pour nous, elles commencent depuis un mois à 6-7 heures le matin, elles finissent à 1 heure le soir. Et on associe plein de choses entre... d'abord nos travaux de recherche, le diagnostic qui est fait à l'Institut Pasteur au Centre national des virus, c'est que vous aviez accueilli Vincent Enouf qui travaille là-bas. Ils sont vraiment sur le pont depuis le tout début. C'était les premiers à faire les diagnostics pour la France et qui ont pu identifier tous les premiers patients français. Et puis après, il y a tout le travail de recherche parce qu'on est sur des traitements, on est sur des vaccins, on est sur tout ça parce qu'on considère que c'est extrêmement important. Alors c'est des moments qui pour nous sont à la fois extrêmement excitants parce que c'est un nouveau virus, on essaie de comprendre, on est quand même des scientifiques. Hein, ça... Après, je vous cache pas que là, on est préoccupé parce qu'on voit que on savait que ça allait arriver, puis maintenant ça arrive. C'est une inquiétude légitime pour vous? C'est une inquiétude légitime, mais une fois de plus, je pense que
on est capable de s'adapter et il est très difficile de dire quelle sera l'ampleur de l'épidémie en France, si même il y a une épidémie, ou est-ce qu'il restera que quelques foyers isolés, mais on s'y prépare en tout cas, certainement. Et puis au jour le jour, parce qu'il faut savoir être flexible, on s'adaptera. Ouais, il y a tellement de questions, faut-il vendre toutes ces actions cotées en bourse? Ça, on ne pourra pas y répondre par contre. Je suis pas la bonne invitée. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, on voit sur les marchés économiques, il y a depuis quelques jours un impact assez important avec une baisse très importante au niveau des marchés. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais dans un autre live parce que c'était pas le sujet aujourd'hui. Et avec un autre invité. Voilà, exactement. On a essayé en tout cas de répondre au maximum de questions possibles. On va vous remercier d'avoir été aussi nombreux à suivre ce direct, à l'avoir commenté, partagé. Bien évidemment, si on pouvait répondre à toutes les questions individuellement, je pense qu'on aurait fini. Alors, durée de vie d'un masque, voilà, je la prends à la volée. Ouais, c'est pas si longtemps que ça. C'est quelques heures. Quelques heures, donc il faut le renouveler. Ouais, il faut les renouveler et tout. C'est compliqué les masques, hein. Il faut bien les manipuler, etc. Mais c'est pas une solution dans l'immédiat, hein, le masque. Pour l'instant, le virus circule pas, etc. et compagnie. Rappelez-vous, hein, c'est le masque chirurgical le plus simple pour ceux qui ont été de retour d'un pays à risque ou en contact avec un patient s'ils ont des symptômes et qui pensent être malades pour protéger leur entourage. Le fameux masque filtrant FFP2 et tout, ce serait seulement si le virus se met à circuler beaucoup et si vous étiez amené à aller dans des zones très densément peuplées, là il aurait un intérêt. Parce que mais on n'y est pas. Les femmes enceintes, est-ce qu'il y a... Plus vulnérables comme pour toutes les maladies, mais on n'a pas de données là-dessus. Je conclue avec ces dernières informations avant de vous remercier. Jean-Baptiste Djebari, qui est le secrétaire d'État au transport, a invité ce soir les Français à reporter leur voyage vers les zones d'Italie contaminées. On parle de la Toscane, la Sicile, la Ligurie, la Lombardie et la Vénétie, qui sont des zones donc où il y a des cas détectés et où donc les Français sont invités à reporter leur voyage. C'est des informations pratiques qu'on vous donne ce soir, qu'il y a des zones de confinement en cours. Deux nouveaux cas détectés de coronavirus, c'est ce qu'on évoquait au début de ce direct et c'est l'information de la soirée. Un à Paris et une autre personne dans le Rhône-Alpes. Pour le cas à Paris, c'est une personne qui est revenue de Chine le 7 février dernier. Pour la personne dans le Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, c'est quelqu'un qui revient du nord de l'Italie. Le bilan qui est passé ce soir à 11 morts, des victimes âgées et très âgées parce qu'elles sont âgées de 84, 91, 83 et 76 ans. Selon le commissaire Angelo Borelli de la protection civile locale qui a évoqué cela. On était à 7 décès il y a encore quelques heures, on est à 11 ce soir et un peu plus de 300 cas recensés. Un hôtel en Autriche a été placé en quarantaine en fin d'après-midi et vous évoquiez dans les commentaires Courbevoie, ce ne sont pas des cas détectés, ce sont des cas suspects, voilà, c'est-à-dire ou possible. En fait, le premier truc suspect, c'est on se pose la question, possible, il y a eu un interrogatoire avec le régulateur du 15 qui dit effectivement, il y a une vraie possibilité, on va vous tester, et puis confirmer ou infirmer ensuite. Voilà, donc là, c'est des vérifications et rien ne dit, c'est important de le dire. En tout cas, je tiens à vous remercier au nom de tous les internautes qui nous ont suivis ce soir. Et moi, j'étais très content de venir vous voir, on essaiera de refaire ça, je pense qu'on aura l'occasion. Voilà, on va saluer vos enfants qui peut-être suivent ce direct. On en a parlé juste avant de ce live. En tout cas, on vous remercie encore toutes et tous. On vous remercie. Arnaud Fontanier, je rappelle que vous êtes épidémiologiste donc à l'Institut Pasteur. Ça consiste en quoi concrètement ? Eh bien, on s'intéresse aux épidémies et on travaille beaucoup sur tout ce qui est mode de transmission, origine des virus, parce que je travaille beaucoup sur les virus et puis quelquefois aussi les complications pour les personnes infectées. Eh ben, très bonne soirée à vous et très bonne soirée à ceux qui nous regardent. Je coupe le live tout de suite et vous pouvez retrouver dans quelques instants le replay. On a abordé toutes ces questions. Donc pour ceux qui n'auraient peut-être pas eu la réponse à leurs questions, on l'a parfois abordé avant dans le live et vous pourrez donc voir le replay avec de nombreuses questions qu'on a abordées. Mais bien évidemment, la rédaction de Brut reste mobilisée avec de nombreux sujets à venir. Une couverture, on va dire quasi quotidienne, mais presque, pour vous donner les dernières informations sur ce qui se passe avec des sujets pédagogiques, des directs et autres pour vous donner toutes les informations sur ce qui se passe et répondre à vos questions, à vos inquiétudes légitimes et j'espère qu'on a pu répondre à une partie de celle-ci ce soir avec vous. En tout cas, très très bonne soirée à vous et on se retrouve très très vite sur Brut au cœur de l'actualité. N'hésitez pas à nous suivre la page Facebook de Brut, nous retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux, Brut officiel sur Instagram, Snapchat, Twitter. Activez les notifications en direct, comme ça lors des prochains directs, que ce soit sur le coronavirus
ou d'autres événements, vous serez directement sur le live. Et pour ceux qui souhaitent me suivre, vous avez mon compte en description de ce live, Rémi Buzine. Vous pouvez me retrouver également sur l'ensemble des réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Rémi Buzine, comme vous l'avez en orthographe sur le compte qui est authentifié dans ce live. Merci à vous, très bonne soirée. Je salue Baptiste à la modération et Ghislain qui était à la rédaction brute et qui ont fait remonter vos commentaires et qui ont mis quelques commentaires importants ce soir pour vous donner des informations utiles sur le numéro vert, sur les informations données par le ministère de la Santé. Très bonne soirée à vous et très bonne soirée à vous encore. Au revoir. Au revoir.